Je vais d'abord présenter Juliette Bullier-Cos, ancienne animatrice en centre de loisirs et désormais bibliothécaire en bibliothèque municipale dans le sud de la France. Juliette, à toi. Ça va, vous m'entendez ? Oui, ok. Alors effectivement, j'ai été animatrice pendant 2 ans dans un centre de loisirs et du coup je parle avec cette posture-là, même si je vais vous présenter les résultats d'une enquête sociologique. J'ai fait des études de sciences sociales et donc c'est de ce point de vue-là que je vais parler. Et alors avant de commencer, je voulais remercier Cécile Kovac-Chazy évidemment pour l'organisation du colloque et puis toutes les étudiantes qui nous ont accueillis. Enfin vraiment c'est génial, merci beaucoup. Et je voudrais remercier aussi tous les collègues qui ont accepté de me faire confiance et de partager leurs expériences avec moi au cours d'entretien, ainsi que les enfants que j'ai pu interviewer pendant mon enquête. Donc c'est une enquête que j'ai faite sur mon lieu de travail et donc je voudrais vraiment remercier mes collègues et les enfants. Ça a été des moments de construction, de pensée collective, en plus d'être des outils de recherche pour moi. Et voilà, donc c'est important pour moi de les remercier. Il y en a peut-être qui sont en ligne et qui écoutent en ce moment et je voudrais juste les prévenir qu'ils seront peut-être un peu étonnés du caractère peut-être caricatural de mes propos. Peut-être que c'est ce qu'ils vont penser, mais voilà, il faut monter en généralité parfois pour pouvoir proposer des hypothèses. Et donc cette petite introduction étant faite, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Donc j'ai commencé à travailler dans ce centre de loisirs d'une petite commune périurbaine de la périurbanité toulousaine, une petite commune de 3500 habitants à peu près. Et j'y ai travaillé 2 ans sur l'étang du Midi. Et en parallèle, j'étais aussi bibliothécaire, ce qui me donnait un statut un petit peu intérieur-extérieur. J'ai été très étonnée en arrivant parce que je suis pas animatrice de profession et donc il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise. Et la première chose qui m'a étonnée, c'était la place que prenaient les conflits dans le quotidien des enfants et celui des animateurs et animatrices. En fait, c'est récurrent, c'est quotidien, c'est tous les jours beaucoup de conflits à gérer et beaucoup de conflits dont on parle aussi en réunion d'équipe. Et là, c'était mon deuxième point d'étonnement, c'est de constater que quand on parle de ces conflits, fréquemment, il y a des représentations misopèdes qui surgissent. On parle des enfants comme s'ils étaient manipulateurs, trop intelligents pour leur âge, menteurs, donc on peut pas leur faire confiance sur leur point de vue quand ils nous racontent leurs conflits. Ou alors on dit qu'ils sont bêtes pour expliquer leur conflictualité. Et donc à partir de ce constat, j'ai commencé à observer de manière un peu plus régulière la gestion de conflits, à analyser les discours des animateurs et des animatrices. Et j'ai fait l'hypothèse que la gestion de conflits entre enfants par les animatrices au sein du centre de loisirs, elle est conditionnée par la misopédie des adultes et que c'est un facteur au final de la dépolitisation de l'enfance et du désempouvoirment des enfants, une forme de désincapacitation des enfants. D'incapacitation, pardon. Du coup, pour vérifier cette hypothèse, j'ai mené une enquête pendant à peu près 8 mois, donc des observations principalement, de l'observation participante, et puis aussi donc 6 entretiens avec des animateurs-animatrices, 4 animatrices, 2 animateurs, et 6 entretiens avec des enfants en essayant de varier au maximum les âges, la classe sociale et le genre. Et donc je vais vous présenter ici les résultats de cette enquête en 3 temps. D'abord en vous montrant comment est-ce que les animateurs et animatrices monopolisent le processus de gestion de conflits entre enfants. Ensuite, comment les mythes misopèdes qui existent globalement dans la société viennent justifier cette monopolisation. Et puis pour terminer, je vous parlerai de la dépolitisation de l'enfance que ça implique et de l'incapacitation du désempouvoirment des enfants qui est provoqué par les méthodes de gestion de conflits qui sont employées par les animateurs et animatrices. Donc une petite précision lexicale avant de commencer. Par conflit, j'entends toute opposition ou tout désaccord qui provoque un changement dans une relation entre 2 ou plusieurs personnes. Et ce conflit peut aboutir ou non à une escalade agressive et violente. Et quand je parle de gestion de conflits, c'est pour évoquer les procédés qui visent à résoudre ces conflits, mais aussi éventuellement à les faire cesser ou à les prévenir. Donc la résolution, elle n'est pas obligatoire dans la gestion du conflit. Gérer un conflit, c'est pas la même chose que de le régler. Et vous verrez que notamment dans la première partie de mon propos, je vais beaucoup associer la question de la gestion de conflit à la justice. Parce que souvent dans un conflit entre enfants, les animatoristes vont chercher qui est le coupable, ce qui aboutit à une sanction, et donc il y a bien un processus, un procédé judiciaire qui se met en place. Alors, la petite truc, elle est là. Okay. Alors, le centre de loisirs, c'est une institution sociale dans laquelle il y a des rôles qui sont distribués de manière inégale en fonction de catégories qui sont construites socialement et naturalisées. Et la gestion de conflit, elle permet de comprendre cette distribution des rôles
Puisqu'en fait, les enfants, c'est ceux qui entrent en conflit entre eux, et les adultes, donc les animatrices, ce sont ceux qui vont régler les conflits. Et ça se voit aussi dans le fait que les animateurs et animatrices ne sont pas censés montrer aux enfants quand ils sont en conflit entre eux. On peut être en opposition en salle de pause ou en réunion, mais on ne peut pas le montrer aux enfants. Et à l'inverse, les enfants ne sont pas censés participer à la gestion de conflits. Quand ils le font, ils sont fréquemment rappelés à l'ordre, ou alors ça provoque une sorte d'amusement un petit peu tendre qui signifie aussi le fait que l'enfant est sorti de sa place d'enfant. Et de temps en temps, les animateurs valorisent quand même le fait que les enfants puissent participer à la gestion de conflits en allant aider d'autres groupes d'enfants. 2 enfants, par exemple, sont en conflit, un 3e va aider. Ça, c'est quelque chose qui peut être valorisé, mais toujours avec la question du regard de l'animateur qui vient surveiller, s'assurer que tout se passe bien et que le conflit soit géré de la manière attendue par les adultes. Donc là, je vous mets un petit extrait d'entretien où je demande à une animatrice « Est-ce que tu penses qu'on peut laisser les enfants gérer leurs conflits seuls ?» Et elle me répond « C'est vrai que c'est bien de donner de l'autonomie aux enfants, mais peut-être que dans le fond, ça risque d'avoir des couacs. Pour moi, il faut toujours qu'un adulte ait au moins un œil dessus ou au moins un suivi, toujours avoir un œil, toujours surveiller. Et donc, par le biais de cette surveillance, même si on a l'illusion de donner une forme d'autonomie aux enfants dans la gestion de conflits, en réalité, on continue à exercer une forme de domination adulte. Il y a une autre manifestation de cette monopolisation de la gestion de conflits par les adultes, c'est le fait qu'on demande systématiquement aux enfants de prévenir les adultes quand il y a un conflit qui apparaît, notamment quand ça aboutit à une escalade violente. Fréquemment, ce qui est dit, et je le disais moi-même aux enfants, c'est pourquoi t'es pas allé chercher un adulte. En fait, si tu sens que ça va déborder et que vous allez finir par avoir des comportements violents, il faut aller chercher un adulte avant. Et donc ça augmente l'effet de surveillance des adultes sur les relations entre les enfants. Et puis assez paradoxalement, en même temps qu'on demande aux enfants de prévenir les adultes dès qu'ils sont en conflit, on leur demande aussi de ne pas trop solliciter les adultes pour ces questions, parce que c'est agaçant, parce que c'est embêtant. Et donc il me semble que cet agacement manifeste des animateurs quand les enfants viennent chercher de l'aide pour gérer un conflit, ça fait que le conflit, c'est une interaction sociale qui est implicitement interdite au sein du centre de loisirs. Il n'y a pas d'interdiction officielle, les enfants ont en soi le droit de se disputer, mais le conflit est toujours associé à la négativité, il donne très souvent lieu à des punitions. Et en fait, même quand il n'y a pas de punition à la fin d'une gestion de conflit, les outils qu'on mobilise pour pouvoir gérer un conflit, c'est des outils qui ressemblent à des punitions. C'est-à-dire qu'on va séparer les enfants, leur demander de s'asseoir chacun dans un coin, parler avec l'un, parler avec l'autre, leur distribuer la parole en leur disant « tais-toi, c'est lui qui parle, non, maintenant c'est à toi ». Et en fait, le fait de séparer les enfants et de leur demander de s'asseoir pour réfléchir, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé comme une punition. Donc il y a une forme de confusion entre l'outil employé par les animatrices pour gérer les conflits et ce qui peut être vécu par les enfants comme une punition, d'autant plus que, de manière générale, au centre de loisirs, quand un adulte intervient dans une interaction enfantine, c'est pour l'étiqueter de négative, c'est pour la sanctionner. Et donc tout ça, ça fait du conflit un événement qui perturbe la vie du centre de loisirs. En fait, on préférerait ne pas voir advenir ces conflits. Et un des éléments qui participe à cette construction du conflit comme événement perturbateur, c'est le fait que les animateurs très régulièrement disent aux enfants qu'ils manquent de temps pour gérer leurs conflits. Alors je me suis demandé pourquoi, parce que c'est vrai que très très régulièrement, quand les animateurs reçoivent une demande des enfants, la réponse c'est « j'ai pas le temps ». Et alors je vous mets un petit extrait de mon carnet de terrain, parce que bon, cette analyse, cette enquête, c'était aussi beaucoup d'auto-analyse. Donc j'ai pas eu la rigueur méthodologique de noter le jour exact, mais donc c'était en juin 2024. J'étais en animation cirque, on préparait un spectacle et c'était pas prêt, et j'étais très très stressée à l'idée que les parents voient un spectacle qui n'était pas prêt. Et donc j'étais plus autoritaire que d'habitude. Il y avait 2 enfants qui se disputaient pour avoir un bâton de jonglage alors qu'on faisait un numéro d'acrobatie, donc c'était pas le moment. Et quand un des enfants est venu pour me demander de l'aide, je lui ai répondu « le spectacle c'est dans 2 semaines, là on n'a pas le temps pour ce genre de dispute ». En fait, le fait de prioriser les activités par rapport à la discussion avec les enfants, par rapport au fait de répondre à leurs besoins, c'est quelque chose qui est très très fréquent et qui correspond en fait à la fiche de poste des animateurs et des animatrices. C'est là qu'on retrouve la question de la misopédie institutionnelle. En fait, on attend des animateurs et animatrices qu'ils proposent des animations et encore plus des animations à caractère éducatif. Et du coup, là, je fais un petit pont vers un article de David Bespatin qui a beaucoup travaillé sur les centres de loisirs et qui exprime l'idée qu'en fait, en centre de loisirs, pour pouvoir revaloriser l'activité professionnelle qui est dévalorisée du fait de la misopédie ambiante, puisqu'en fait, travailler avec des enfants, c'est aussi se confronter à recevoir une forme de mépris qui remonterait du bas vers les animateurs.
Donc pour pouvoir s'écarter de la figure stigmatisée à la fois de la garderie et du surveillant, on tente de proposer des activités pédagogiques qui calquent la forme scolaire, qui reproduisent le modèle de l'école et qui sont socialement beaucoup plus valorisées. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très fortement porté par l'institution. Je vous mets un petit exemple d'enquête. Je demande à une enfant, est-ce que ça t'arrive que les animes te disent qu'ils n'ont pas le temps de régler un conflit ? Elle me dit oui, et me donne l'exemple d'un animateur qui était occupé à découper des sortes de pièces. Elle me dit, mais là, il aurait pu l'arrêter 30 secondes et régler le conflit. Et donc, je lui demande à quoi servaient les pièces, et elle me répond, on les gagnait en faisant de bonnes actions. Donc, en fait, là, dans ce cas-là, ça me semblait être assez représentatif, c'est que l'animateur en question a privilégié le fait de passer du temps à construire un outil à vocation pseudo-éducative, plutôt que de prendre le temps de répondre à la demande d'une enfant. Et donc, ça me semble vraiment représenter ce qu'explique David Bespatin. Et donc c'est ce qui fait que je pense que finalement la mission, la fonction sociale première de la gestion de conflit, c'est pas, contrairement à ce qui est présenté, d'aider les enfants à grandir dans un cadre serein, mais en fait c'est de permettre aux animateurs et animatrices de valoriser leur fonction professionnelle. Et pourtant, on affiche bien comme fonction officielle de la gestion de conflit d'agir en faveur des enfants, et notamment de les aider à grandir et de les préparer à un monde civilisé. C'est un argument qui revient très régulièrement, l'idée d'apprendre à vivre en collectivité. Et un des signes de cette projection des bénéfices de la gestion de conflits vers le futur, c'est que très régulièrement, quand les conflits aboutissent à des agressions, les animatrices vont comparer l'agression qui a été commise par un enfant à des actes répréhensibles qui auraient pu être commis par un adulte dans la vie des adultes. Et donc c'est à l'aune de cette répréhensibilité des délits des adultes que va être définie une sanction par rapport à, une sanction qui sera imposée à l'enfant qui a commis une agression. Cette conception de la gestion de conflit, elle repose sur l'idée que la contrainte par le droit, ce serait quelque chose de nécessaire pour faire en sorte que l'humanité sorte d'une sorte d'état de barbarie. C'est une hypothèse qui est explicitée, qui est émise par Clotilde Aubry de Maromont. Pardon, j'ai oublié Aubry, mais c'est Aubry de Maromont, c'est pas juste de Maromont. Dans un ouvrage qui s'appelle La société obligée, où elle explique qu'en gros, progressivement, dans les représentations, s'est construit l'idée du droit comme étant nécessaire, de la contrainte par le droit comme étant nécessaire pour que l'humanité sorte d'un état de barbarie. Et il me semble que c'est cette représentation-là qui est aussi remobilisée par les animatrices pour expliquer et pour légitimer leur méthode de gestion de conflit. Alors, cette conception de la gestion de conflit comme une préparation à la vie adulte, elle est possible parce qu'on considère que les enfants sont incomplets, et donc c'est ce qui va m'amener à parler maintenant des mythes sur l'enfance dont on a déjà parlé plusieurs fois hier et ce matin. Et donc parmi ces mythes misopèdes qui structurent la pensée et l'activité professionnelle des animateurs, le premier que je voudrais évoquer, c'est la question de l'enfance comme inachèvement. Que j'ai déjà commencé à évoquer. Donc, juste, il me reste combien de temps, pardon ? J'ai pas suivi le temps. Est-ce que tu as... Non, je sais. J'ai pas suivi à quelle heure j'ai commencé. Je sais plus combien de temps il me reste. Je sais pas combien de temps il me reste. J'ai pas vu quand j'avais commencé. 10 minutes. Bon, ok. Alors j'enchaîne. Je vais essayer de passer vite. Donc en fait, quand je demande aux animateurs en entretien comment ils font qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir les conflits, très régulièrement ils me répondent qu'il faudrait mettre en place des activités qui aideraient aux enfants à gérer leurs émotions. Et donc si on suit la logique de cet argumentaire, c'est que c'est parce que les enfants ne sauraient pas gérer leurs émotions qu'ils entreraient en conflit. Et ça expliquerait que les enfants, naturellement, parce qu'ils sont enfants, entrent en conflit, donc les uns avec les autres. C'est aussi un inachèvement social la question de l'inachèvement social qui est mobilisée pour expliquer que les enfants entrent en conflit, puisque quand je demande aux animateurs en entretien qu'est-ce qui fait la différence entre un conflit d'adultes et un conflit d'enfants, on me répond souvent que les adultes ils savent être hypocrites pour que la conflictualité n'émerge pas, alors que c'est pas le cas chez les enfants. Et donc voilà, il y a aussi cette question de compétences sociales qu'il faudrait acquérir pour ne pas rentrer en conflit. Le deuxième mythe que je voulais évoquer, c'est celui de l'enfance comme un temps d'innocence et d'insouciance. Là, ça structure plus le fonctionnement de l'institution, je pense, plutôt que les représentations des animateurs. Parce qu'en fait, au centre de loisirs, c'est l'institution par excellence où on attend des enfants qu'ils soient insouciants, qu'ils jouent, qu'ils soient heureux, qu'ils performent au maximum leur innocence.
C'est pas spécifique au centre de loisirs, mais je pense que c'est renforcé par ce cadre, ne serait-ce que par le terme loisir qui est présent dans le nom de l'institution, et puis aussi par le fait que, en fait, au centre de loisirs, les enfants sont des enfants, on les nomme enfants, pas comme à l'école où ils sont nommés élèves ou dans la famille où en fait ils sont aussi des fils, des filles, des frères, des sœurs. Donc le centre de loisirs, ça me semble être une institution où on attend vraiment des enfants qu'ils expriment leur identité enfant dans toute sa splendeur. Et donc ça justifie le monopole de la gestion de conflits par les adultes avec l'idée que pour que les enfants puissent performer leur innocence et leur insouciance, il ne faudrait pas qu'ils se chargent de la gestion de conflits qui est associée à la négativité. Rapidement, ces mythes peuvent se croiser avec des stéréotypes qui sont sexistes et racistes. Les stéréotypes sexistes dans la gestion de conflits, c'est qu'en fait on attend des filles qu'elles entrent en conflit de manière beaucoup plus douce que les garçons, qu'elles ne recourent pas à la violence. Et en fait, effectivement, la plupart du temps, elles ne recourent pas à la violence physique, contrairement aux garçons. Sauf que les conflits qu'on voit et qu'on prend au sérieux, c'est les conflits dans lesquels il y a de la violence physique à la fin. Donc ça fait que très régulièrement, les filles, elles sont confrontées à une forme de mépris des animateurs pour leurs conflits. Elles sont renvoyées à des disputes de bébés, et donc les animateurs ne prennent pas en charge et n'écoutent pas leurs paroles. Et on attend aussi plus d'elles qu'elles cessent d'entrer en conflit en grandissant. Et puis, les stéréotypes racistes se croisent aussi avec ces mythes misopèdes, puisque quand un enfant racisé est pris dans un conflit, et notamment quand ce conflit aboutit à de la violence physique, cette violence, elle est très très fréquemment expliquée par l'identité racisée de l'enfant. Ça s'articule avec le mythe un petit peu binaire de l'enfant ange et de l'enfant sauvage ou l'enfant barbare. Et donc ces mythes, quand ils sont liés aux injonctions de l'institution vis-à-vis des animateurs, ils font de la gestion de conflits une cause de dépolitisation et de désempouvoirment de l'enfance. Donc j'en arrive à ma dernière partie. En fait, à partir du moment où on présuppose que c'est naturel que les enfants entrent en conflit parce que leur nature d'enfant les y prédispose, on n'a plus de raison d'aller chercher quelles sont les causes sociales et politiques des conflits entre enfants. Et pourtant, ces causes, elles existent. Il y avait par exemple un enfant en entretien qui m'expliquait qu'il se disputait fréquemment avec ses copains pour des histoires de vêtements de marque ou pas, de taille de maison. Donc en fait, les inégalités sociales, le sexisme, le racisme, ça rentre aussi dans l'école et dans le centre de loisirs, même si c'est envisagé comme un espace neutre et même si l'enfance est envisagée comme une identité totalement neutre socialement. Et puis une autre cause politique et sociale qui est invisibilisée et pas des moindres, c'est celle du cadre du centre de loisirs lui-même, puisqu'en fait c'est un cadre qui est absolument propice à la conflictualité, ne serait-ce que par exemple par le manque de matériel. Il n'y a pas assez de matériel, donc s'il n'y a pas assez de ballons pour tous les enfants, le ballon devient une ressource rare, donc en fait il y a des conflits. Et quand on pense que les enfants entrent en conflit parce que ce sont des enfants, on ne va pas se poser la question de changer nos pratiques et de changer le fonctionnement de l'institution. Donc ça entre dans un cycle de conservatisme et ça ne permet pas du tout d'avancer. En plus de ça, les enfants ils sont aussi incapacités par cette conception des conflits et cette mise en place de la gestion de conflits. Il y a plusieurs pouvoirs qui leur sont retirés. D'abord celui de définir ce qui est juste et ce qui est injuste. Ce sont seulement les adultes qui ont ce pouvoir-là. Et finalement, ce qui sanctionne la justice ou l'injustice, c'est l'intervention de l'adulte. Alors je ne sais plus si j'avais laissé... Non, ça c'est ma conclusion. Et puis un deuxième pouvoir qui est réprimé chez les enfants à cause de cette manière de gérer les conflits, c'est en fait le pouvoir de s'opposer. C'est tout simplement quand on réprime les conflits, on empêche l'émergence de dispositions à la conflictualité, de dispositions à l'expression du désaccord et au débat. Et un petit exemple très concret, c'est que il y a une activité au centre de loisirs qui s'appelle le débat popcorn, mais en fait, c'est pas du tout un débat. Les enfants, ils sont juste invités à prendre la parole les uns après les autres d'une manière très coordonnée par les adultes. Les seules interventions oppositionnelles, c'est celles des adultes pour corriger, reprendre un mot. Donc en fait, on fait croire aux enfants qu'ils apprennent à débattre en donnant le terme de débat popcorn à cette activité, mais en réalité, c'est pas du tout un débat et ça provoque une sorte de conception un peu molle de ce que pourrait être la réflexion, l'opposition dans la société. Et donc on construit globalement une vision qui est négative et qui est répréhensible du conflit. On le confond souvent avec d'autres types d'interactions négatives comme l'agression.
Et cette vision négative du conflit, elle résonne avec... donc là, je vais citer Federico Tarragoni, dont je vous ai mis la référence tout en bas de la diapo. Donc cette vision négative du conflit au centre de loisirs, elle résonne avec, je commence la citation, un ensemble de clichés qui ponctuent le discours des médias. Il faudrait éviter à tout prix le conflit et privilégier la concertation et la négociation. Les syndicats cherchent le conflit alors même qu'il faudrait viser l'apaisement. Les mouvements sociaux dominés par des individus contestataires ensauvageraient notre démocratie en la rapprochant d'un état barbare de guerre de tous contre tous. Fin de citation. Et donc en fait, la façon dont on gère les conflits au centre de loisirs, je pense qu'elle prépare à une adhésion à ce genre de discours. Et en ce sens, elle fait prendre le pli de la soumission et elle désamorce la conflictualité sociale, que ce soit celle que les enfants pourraient avoir vis-à-vis des adultes, et puis également celle des adultes vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et alors pour conclure, je voudrais revenir rapidement sur le concept de misopédie, expliquer pourquoi c'est un super concept. Moi, il m'a beaucoup aidé à analyser ma pratique. C'est un concept qui est très opérant pour décrire le fonctionnement du centre de loisirs, et je pense que ça permet de comprendre comment des formes de mépris pour les enfants s'expriment à différentes échelles, donc l'échelle sociale, l'échelle institutionnelle, l'échelle individuelle, et comment toutes ces échelles, elles s'articulent et elles se renforcent. Et puis je voudrais aussi terminer avec une petite note un peu utopiste sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, en 2 points. D'abord d'un point de vue réformiste, et puis après d'un point de vue révolutionnaire. Alors, d'un point de vue réformiste, j'ai remarqué pendant les entretiens qu'il y avait des désirs très contradictoires, qu'il y avait quelque chose de très contradictoire entre les désirs des animateurs, la vision qu'ils avaient de leur propre métier, et puis les missions de l'institution. En gros, les animateurs sont opposés à leur fiche de poste. Je leur demandais de me faire la liste de leurs missions et de les organiser par ordre d'importance, selon ce qu'ils pensaient qu'on attendait d'eux, et selon ce que eux préféreraient faire au centre de loisirs. Et en fait, quand je leur demande qu'est-ce que vous pensez qu'on attend de vous, la première réponse, c'est faire des animations. Et quand je leur demande qu'est-ce que vous voudriez faire, la première réponse, de manière quasi systématique, c'est passer du temps avec les enfants et pouvoir avoir des discussions, créer des relations qui soient intéressantes. Et donc je pense que là, la sociologie, elle a un rôle à jouer, parce que c'est à travers ces entretiens que ce consensus autour du décalage entre la fiche de poste et la vision du métier par les animateurs, elle a pu émerger. Ça peut pas émerger en réunion d'équipe, parce que précisément c'est un temps institutionnel. Ça peut pas émerger dans des temps un peu informels, parce qu'il y a une sorte de consensus sur le fait de ne pas parler du travail quand on est en dehors du travail. Et donc je crois vraiment que la sociologie, là, elle joue un rôle utile pour trouver des leviers d'action au quotidien. Également parce que après les entretiens, il y a beaucoup d'animateurs et même d'enfants qui sont revenus vers moi pour me dire que ça, bon, pour les animateurs, que ça leur avait permis d'avoir une réflexion sur leur pratique et de la transformer. Et pour les enfants, il y a des enfants qui ont fait état de la transformation des pratiques de certains animateurs. Donc je pense que la sociologie a vraiment son rôle. Ça, c'est pour la partie un peu réformiste. Et puis pour la partie révolutionnaire, j'espère que j'ai pas oublié. Voilà, je vais laisser la parole à une des enfants avec qui j'ai fait donc cette enquête. Je lui ai demandé une journée idéale, c'est une journée avec plein de conflits, avec un peu de conflits ou avec pas de conflits du tout. Et elle me répond, il n'y avait pas sans adultes, c'est mieux, comme ça au moins on va pas à l'école et il n'y a pas de conflit du tout. Au pire, on prend 1 ou 2 minutes pour réviser nos tables et après on saura. Et voilà, on a trouvé une solution, on a trouvé le futur. Merci pour votre attention. Merci, chère Juliette. Ça prouve que les institutions créent les névroses qui lui correspondent. Et ça, c'était un très bon exemple. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle ou peut-être... D'abord dans la salle, peut-être ? Catherine ? C'est ça le micro. Je veux juste dire une petite chose. Tout ce que tu as raconté, j'ai connu pas mal d'animateurs, éducateurs, tout ça. Les éducateurs, c'est encore pire parce qu'ils sont censés éduquer les enfants et pas seulement les amuser. Et ça me fait penser que ces critères qui sont imposés aux éducateurs, animateurs, c'est les mêmes qui sont transposés après aux adultes. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on est censé... Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout dans ces codes, je ne suis pas du tout adaptée socialement. On est censé avoir ces codes et savoir exactement combien de temps on doit parler, de ne pas déborder, d'être dans les clous tout le temps. Et moi, je ne me sens pas adulte pour ça, parce que je n'ai pas ces codes. Et je trouve que ce travail sur les enfants, c'est aussi un travail sur nous, et on devrait tout le temps faire la relation entre les deux, quoi. On n'est pas conforme, on n'est pas censé être adulte,
Et les enfants, il faut qu'ils deviennent adultes. Enfin, le mot adulte, c'est on doit à tout prix devenir adulte et être dans la norme et avoir le temps de parole comme ça, 3 minutes. Bon, voilà ce que ça m'inspire. Je trouve qu'on ne fait pas assez la relation. Il faut bien sûr toujours parler des enfants, mais les enfants, c'est nous, quoi. On est d'anciens enfants et les enfants sont des futurs adultes. Donc il n'y a pas de séparation entre les deux et il ne devrait pas y en avoir. Oui, je suis totalement d'accord sur ce que tu disais sur la manière dont ce qu'on attend des enfants, finalement, c'est aussi quelque chose qu'on attend des adultes. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais aussi remarqué que le travail émotionnel qu'on demande aux enfants de faire pour ne pas entrer en conflit, il résonne beaucoup avec le travail émotionnel qui est demandé aux animateurs pour ne jamais montrer sur le temps de travail le fait qu'on est fatigué, le fait qu'on est en colère. C'est pas quelque chose qui est censé influer sur nos pratiques. Et même dans la manière dont c'est demandé, parfois je repérais des résonances entre ce qu'on dit aux enfants et ce que la direction nous a dit juste avant en réunion d'équipe. Donc il y a vraiment, c'est ça, quelque chose qui coule comme ça hiérarchiquement, des injonctions qui se reproduisent. Le ruissellement des injonctions, oui. Question en ligne peut-être ? Oui, effectivement, nous avons une question de Camille, professionnelle des ACM, Accueil Collectif des Mineurs. Elle voulait savoir quelle est la part dans le travail de recherche sur les conditions matérielles de travail des animatrices, leur formation, leur prise en compte dans ces constats de reproduction de la domination adulte. Alors, du coup, j'ai été perdue. La question, c'était de savoir quelle était la part des conditions de travail dans... elle est énorme, voilà, elle est immense. On pourra en parler plus tard, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions et qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais oui, ça compte, les conditions de travail. D'accord. Je vous propose d'abord maintenant prendre Dali en ligne et peut-être d'écouter toutes les questions. Oui. Qui est-ce qui avait encore une question ? Là-bas, il y en a une. Merci. C'est pas tant une question qu'une remarque. Pour le coup, moi aussi, je suis professionnel dans les ACM. Et là, vous essentialisez le centre de loisirs comme étant un lieu qui, alors que c'est un exemple de fonctionnement, c'est un exemple de manque de moyens, c'est un exemple de mise en place d'une hiérarchie, d'une façon de fonctionner avec les enfants, qui n'est pas le cas dans tous les accueils de loisirs. Il y a beaucoup, je pense, ici de personnes qui ne connaissent pas forcément les accueils de loisirs, qui n'ont pas été en séjour de vacances. Et le fait de dire le centre de loisirs, c'est comme ça que ça se passe, etc., sur une expérience heureuse ou malheureuse, mais en tout cas une expérience, conduit à amener des conclusions et un discours qui n'est pas forcément une généralité. Et là où on se distingue, je pense, justement, dans l'éducation populaire, dans les accueils de loisirs, les séjours de vacances, par rapport à ce qui est fait dans l'éducation nationale, c'est qu'on laisse une part beaucoup plus importante aux enfants. Vous parlez de nombreux biais par rapport au travail des animateurs, aux conceptions qu'ils ont avec les enfants, à la gestion des conflits, etc. Je suis entièrement d'accord, c'est des grandes parts de travail qu'il y a à faire sur la conception et sur la place des animateurs ou des éducateurs, pour le coup, auprès des enfants dans ces centres-là. Je suis assez d'accord sur le fait que la psychologie et la sociologie ont grandement à contribuer à la formation des animateurs qui, je le précise, ne sont pas des professionnels et la plupart du temps sont des personnes qui sont formées sur l'animation volontaire. Et il y a un grand pas aussi à faire au niveau de ce côté-là de la formation des animateurs sur les temps de loisirs, puisque un enfant de la crèche jusqu'à la fin de sa scolarité est en phase de professionnel, sauf sur les temps de loisirs et sur les temps où il y a effectivement beaucoup de conflits qui peuvent avoir lieu. Voilà. Autre question, remarque ? Oui, merci pour cet exposé très intéressant. Moi, ça m'appelait juste une remarque. Je trouve qu'en fait, c'est une très bonne illustration de comment, dans tout ce contexte de misopédie, on transfère la responsabilité
de l'adulte vers l'enfant, en du coup posant la responsabilité de l'enfant dans le conflit, le fait que la cause du conflit vient de l'enfant, au lieu d'interroger nos comportements adultes dans la relation à l'enfant, et aussi au lieu d'interroger qu'est-ce qui influe sur ces relations enfant-enfant et ces relations adulte-enfant. Et là, ça vient amener à interroger le cadre, les conditions matérielles, les conditions physiques. Et je trouve que c'est un élément vraiment important d'analyse aussi, cette logique de transfert de responsabilité, et qui se retrouve dans beaucoup de comportements adultes, où souvent on va chercher la cause dans l'enfant au lieu de s'interroger sur notre responsabilité adulte et la cause dans l'adulte, et notamment le fait aussi que l'enfant apprend par imitation, et que du coup, quand il y a des problèmes de comportement, ou en tout cas des choses qu'on constate chez l'enfant, la première interrogation, ça devrait être de questionner quelle est la place de l'adulte dans tout ça. Autre question courte. Comment sont gérés les conflits entre enfants et animatrices ou adultes? S'agit-il d'un impensé, une idée rejetée à éviter à tout prix? Cela doit certainement avoir des liens avec la professionnalité, le sentiment d'être un ou une bonne professionnelle. Si je suis en conflit avec un enfant, suis-je un bon professionnel? Alors, je réponds juste peut-être à la dernière question en 2 mots. Effectivement, j'ai pas pris en compte les conflits adultes-enfants dans cette étude, parce que en faisant ma revue de littérature, je me suis rendu compte que quand on cherche conflits et enfants, on tombe beaucoup sur la conflictualité des adultes et des enfants dans le cadre scolaire, mais jamais sur les conflits enfants-enfants. Ou alors on tombe aussi sur l'influence des conflits entre adultes sur les enfants dans le cadre de divorce, par exemple. Et donc c'était un choix délibéré, et du coup je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolée. Et je crois qu'il faut s'arrêter, mais on pourra reparler de. C'était intéressant. Merci à toutes et à tous. Merci Juliette.